aujourd'hui Marc Van Peteghem, qui est un architecte nautique français, cofondateur de l'agence VPLP. Marc a dessiné des multicoques, des plus grands vainqueurs de voiliers de course. Il a dessiné des yachts, mais aussi des bateaux à vocation humanitaire. Il pourra nous expliquer de quoi il s'agit. Notez que le transport maritime international pèse 2 à 3% des émissions de CO2, soit autant que l'aérien, pourtant seul secteur décrié dans le monde des transports. L'Organisation maritime internationale a donc récemment signé un accord pour réduire ses émissions de 50% par rapport à leur niveau de 2008. Et pour répondre à son niveau à ce défi, Marc a décidé de se concentrer sur le développement de solutions innovantes, à l'image du navire Canopé qui va transporter le nouveau lanceur de la fusée Ariane 6 des ports européens jusqu'à Kourou. Alors c'est un navire Canopé qui hybride propulsion classique et propulsion éolienne, dont vous nous parlerez un petit peu, Marc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre relation à l'aluminium et son rôle dans la décarbonation du secteur nautique? Marc, je vous passe la parole et je vous remercie. Bonjour à tous. Oui, j'ai cofondé donc avec Vincent Loriot-Prévost en 1983 VPLP, qui est une société d'architecture navale. Donc nous sommes présents, slide suivant, nous sommes présents dans 4 secteurs principaux. Dans 4 secteurs principaux, la compétition, on a eu la chance de dessiner un bateau qui a gagné la Coupe de l'Amérique en 2010, des bateaux de série, notamment pour le groupe Beneteau, des bateaux de course, tels que ceux qui participent au Vendée Globe en ce moment, et puis des grands yachts, bon, c'est l'image qui manque là, et donc, à travers tous ces secteurs-là, qui sont les secteurs, oui, on peut passer à l'autre, sont les secteurs du nautisme. Nous sommes passés récemment, nous sommes intéressés, et je vais vous expliquer pourquoi, au secteur du transport maritime. Comme l'a expliqué Gaëtan, nous avons conçu ce navire qui va transporter les éléments donc, de la fusée Ariane des ports européens à Kourou. Il sera à l'eau, mis à l'eau à la fin de 2022, dans 2 ans en gros. Il est équipé d'ailes de propulsion pour hybrider, d'ailes de propulsion éolienne pour hybrider sa propulsion entre le vent et sa propulsion principale dans des proportions qui peuvent varier de 15% à 30-35% en fonction de la vitesse du bateau. Slide suivante. Alors, donc, quelle est la place en fait de l'aluminium dans la construction navale? Slide suivante. On est vraiment sectorisé en fait. Il y a les marchés de bateaux de série qui sont construits sur des moules en verre polyester, en gros jusqu'à 60 pieds. Qui permettent effectivement, une fois l'investissement de l'outillage réalisé, de minimiser la main-d'œuvre. Et donc là, c'est difficile de se battre pour l'aluminium, a beaucoup plus de mal à pénétrer ce marché, sauf pour des navires spécifiques, on va en reparler. Entre 60 pieds et 80 pieds, la part de la structure, ce qu'il faut voir, c'est que la part du poids de la structure et donc du prix de la structure également diminue avec l'augmentation de la longueur. Donc 60-80 pieds, il y a moins les outillages sont chers, il y a moins de bateaux à produire par type, je dirais, et donc il y a un partage assez à 50-50 à peu près entre le composite et les bateaux en aluminium. Et puis au-delà de 80 pieds, là il y a plus de bateaux, il n'y a plus d'outillage et donc l'aluminium est vraiment à sa place, enfin à la place où en tout cas il est très présent aujourd'hui. L'aluminium aussi permet la personnalisation dans les plus grands bateaux. Les propriétaires
en général, souhaitent avoir un bateau différent de celui du voisin, et donc cette facilité d'adaptation est aussi tout à fait intéressante. Et puis, dans ces tailles-là, le rapport prix, poids et résistance est tout à fait intéressant. Mais il y a quelque chose à noter, c'est que quelle que soit finalement la taille du bateau, l'aluminium permet, sur des marchés de niche ou des marchés professionnels, comme par exemple les bateaux de pêche, les bateaux militaires, les bateaux portuaires, permet de fabriquer des bateaux professionnels qui sont très adaptés. En fait, c'est un matériau qui est très adapté à un usage assez rugueux en général, où, si on passe à la slide suivante, ces caractéristiques, en fait, il n'a pas besoin d'être peint, il va pouvoir se déformer en cas de choc. Ça va tout à fait convenir, par exemple, à des bateaux d'expédition ou, comme je le disais, des bateaux professionnels. Et puis l'aluminium est recyclable, comme on l'a vu déjà, et ça, c'est un secteur, c'est une vraie qualité dans un monde où la prise de conscience de l'importance, en fait, de la décarbonation commence à vraiment se poser, y compris dans la course au large. Alors, peut-être la slide suivante. Voilà, comment est-ce que c'est quoi une structure de bateau en aluminium? Une structure de bateau en aluminium, moi, ce que j'aime, en fait, c'est que c'est proche d'une charpente historiquement en bois. Et donc, la grosse différence entre l'aluminium et un bateau en composite, c'est que on va commencer par la structure. En fait, on va commencer par l'intérieur. On va intégrer les passages techniques, on va intégrer les bases des emménagements, on va intégrer tout ce qui se passe à l'intérieur, et on va terminer par la construction de la coque. Alors qu'un bateau moulé, c'est l'inverse. On va commencer par le border, par l'extérieur, et remplir la boîte d'une certaine façon. Sur la slide suivante, on voit en fait une structure d'un très grand catamaran. Et personnellement, je trouve ça assez émouvant de voir les bateaux se construire de cette façon-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, je trouve que c'est un beau matériau. Donc, il y a un domaine sur lequel l'aluminium domine complètement le marché. Ce sont les mâts des voiliers de plaisance, qui sont des profils extrudés jusqu'à 60 pieds. Il n'y a aucun débat. Pourquoi? Parce que l'aluminium, là, on peut utiliser des aluminiums qui ont des très très bonnes caractéristiques mécaniques. Il n'y a pas de soudure, donc ces caractéristiques ne sont pas dégradées. Et on arrive à avoir des rapports entre la résistance, la raideur et le poids tout à fait intéressants. Donc là, je n'ai malheureusement pas de chiffres à vous donner, mais enfin, c'est la majorité totale, enfin, c'est l'immense, c'est 99% des mâts de bateaux de plaisance. Donc, la slide suivante, quelques exemples de bateaux que nous avons conçus et qui sont réalisés en aluminium, qui illustrent ce créneau dans lequel l'aluminium est tout à fait intéressant. Ça, c'est un catamaran qui s'appelle 12 France, qui fait 42 mètres par 15 mètres, qui sont des yachts, et celui-là 44 mètres par 16. C'est évidemment c'est des temps de construction de 2 ans, des bateaux qui sont construits par module, hein, par tranche, qu'on assemble. Et là, la capacité de s'adapter, en fait, aux souhaits du client à chaque fois fait que c'est vraiment parfait. C'est vraiment le matériau idéal. Alors, nous, au cours de nos bientôt 34 ans d'existence, on a, notamment au début des années 2000, pris conscience de l'urgence climatique, et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire, vu de notre travail, en fait, de nos connaissances, pour essayer de participer un petit peu à cette décarbonation. Donc, effectivement, comme le disait Gaëtan, on a
travaillé au Bangladesh, on a monté un petit chantier naval là-bas pour aider les pêcheurs qui sont vraiment extrêmement pauvres et qui ont du mal à survivre, ne serait-ce que leurs bateaux sont extrêmement dangereux, et donc pour essayer d'améliorer un peu la construction des bateaux. Et puis on a également construit des ambulances catamarans pour transporter les gens. Et puis, à travers l'exploration de ce que l'on a pu faire dans le domaine de la compétition, sur la première slide, il y avait cette aile géante qui équipait Oracle, le bateau qui a gagné la Coupe de l'America, une aile de propulsion de 68 mètres d'envergure. Voilà l'image en haut à gauche de votre écran. Donc c'est un profil à fente avec comme une aile d'avion. En fait, il y a deux éléments, deux profils et une petite fente entre les deux qui accélère l'écoulement. Ce qu'on appelle un profil hypersustentateur, c'est la même chose qu'un avion quand il décolle ou quand il atterrit et qui déploie son volet. Et donc on a adapté ce principe-là. On s'est dit que si on arrivait à rendre ce gréement qui est 2 fois plus performant qu'un gréement traditionnel, si on arrivait à l'automatiser, si on arrivait à en réduire sa surface et à le produire à un prix qui permettait un retour sur investissement pas trop acceptable, je dirais, on avait peut-être un moyen pour la propulsion des navires de commerce. C'est ce qui a donné donc le gréement que vous avez vu sur Canopée. Et puis, il y a un autre domaine, comme vous le voyez sur l'image en bas à droite, du coup, ce sont les foils. Les foils que nous avons, ces ailes sous-marines que nous avons développées dans le cadre de la compétition et que l'on, si on peut revenir là où on était, voilà. Si on adapte ces foils-là au domaine du transport maritime, on arriverait à faire des transports à passagers comme celui-ci, par exemple, qui est capable d'atteindre des vitesses de 45 nœuds avec une consommation 2 fois inférieure à celle d'un bateau archimédien, qui serait posé sur l'eau, et dans un beaucoup plus grand confort, parce que les foils sont pilotés, et que donc on est insensible au mouvement de la mer, évidemment, dans une limite de temps raisonnable, enfin d'état de mer raisonnable. Et donc, également, avec ces vitesses-là, on peut concurrencer, notamment dans le transport interile ou bien dans le transport de passagers dans le domaine de l'offshore ou des énergies marines renouvelables, pour le transport des équipages, on est capable de rivaliser avec soit le petit avion, soit l'hélicoptère, et donc de participer donc globalement à la décarbonation du transport maritime. Slide suivante. Comment cela se passe dans le domaine du transport maritime? C'est 90% du commerce mondial, et c'est un transport qui est beaucoup trop peu cher. Pour vous illustrer ça, des producteurs de saumon norvégiens font découper les filets en Chine, fumer ces filets au Chili, c'est ramené chez eux et redistribué dans le monde. Ça vous donne, bon, je suis plus sûr que ce soit exactement encore exact maintenant, mais ça vous donne une idée du prix du transport. C'est ridicule. C'est ridicule, donc c'est un marché qui est très tendu. Il représente effectivement 3% des émissions de gaz à effet de serre. Malgré cet objectif de 2050 de réduire de 50% l'ensemble des gaz à effet de serre, des émissions, c'est un milieu qui a beaucoup de mal à changer. Et aujourd'hui, il faut bien voir que le fuel est historiquement bas et que le carbone est gratuit. C'est-à-dire que ça ne pousse pas beaucoup au changement. Et pourtant, il va être indispensable. Alors, revenons à l'aluminium. Dans ces grands bateaux comme Canopée, disons au-delà de 80-90 mètres, c'est l'acier. C'est l'acier parce que
parce que c'est beaucoup moins cher que l'aluminium et que, comme je le disais, c'est un marché qui est extrêmement tendu. Et donc, les gens ne sont pas, iront vers que ce soit d'ailleurs pour la propulsion bélique ou bien pour l'aluminium, à partir du moment où on pourra afficher un retour sur amortissement raisonnable par le gain de poids qu'aura amené l'aluminium, à ce moment-là, on fera certainement des coques peut-être jusqu'à une centaine de mètres, et puis sûrement, en tout cas, comme ça se fait déjà dans le domaine du yachting, pour les superstructures des grands yachts, des superstructures qui seront en aluminium, parce que le gain de poids redeviendra à ce moment-là un élément important. Mais voilà, le contexte n'est pas du tout... pour conclure, on ne change que sous la pression, ou bien parce que, et donc là c'est la réglementation qui s'en occupe, ou bien parce qu'on y voit son intérêt. Et il y a quelque chose aussi qui peut faire bouger les choses. Et ce que je dis souvent aux armateurs que je rencontre, si c'est pas vous qui le faites, ce sera votre voisin, et le fait de faire un effort en termes environnemental va devenir aussi un avantage marketing, un avantage commercial. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Marc, merci de cet exposé, de votre engagement passionné, de votre vision du transport maritime de demain dans lequel l'aluminium est amené à jouer un rôle.